Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Beaucoup de films. Ah, tu as regardé quoi comme film? Bon, surtout des séries. J'ai regardé, je me suis mis un peu à jour. J'ai terminé d'abord la série Marvel, Le Faucon et les Soldats de l'Hiver. Après, j'ai enchaîné sur si tu veux, la série Marvel qui suit celle-là, donc Œil de Faucon. Mm-hmm. Et puis, j'ai suivi aussi une autre série inspirée de l'univers Star Wars. J'arrive pas à terminer les séries, je comprends pas. Ouais, bon, donc il y a une série Star Wars. J'avais déjà terminé les 2 saisons de Mandalorian. Et puis, il y a le livre de Boba Fett qui est aussi sorti et qui est en fait la suite de Mandalorian, dont la première saison est sortie. Donc, il y a celle-là. Je l'ai terminé aussi. Tu as suivi tous les épisodes? Oui, je suis tout. Combien de saisons? D'une traite. Bon, pour Œil de Faucon, c'est une saison. Le soldat, bon, tout ça, c'est une saison. À part, bon, le Mandalorian, j'avais terminé ça depuis. Il y a 2 saisons. Mais il fallait d'abord suivre The Mandalorian pour pouvoir comprendre le livre de Boba Fett, puisqu'il apparaît dans The Mandalorian et ensuite le Mandalorian apparaît dans la série Le livre de Boba Fett. Voilà. Donc, la qualité internationale est marquée par quoi? Marquée par le sommet Union européenne, Union africaine, parce que ça s'est tenu à Bruxelles. Ce sommet s'est achevé vendredi dernier. Et évidemment, les questions du moment ont été abordées, des questions liées à la sécurité, liées à la santé, notamment les vaccins, et des questions liées à la gouvernance. Mais de ce sommet, on peut retenir 2 décisions importantes. La première, pour ce qui concerne l'action sanitaire, c'est ce qui concerne la santé. C'est notamment la lutte contre la COVID-19 et le transfert de technologie qui a été fait vers le continent africain pour que les pays africains puissent eux-mêmes produire leurs vaccins. Alors, il s'agit du vaccin dit à ARN messager. Et donc, 6 pays ont d'abord été choisis pour être, si tu veux, le fer de lance de cette production locale de vaccins. On a l'Égypte, la Tunisie, le Rwanda, le Sénégal et un autre pays là. Donc, ces pays-là ont été choisis pour être à partir de leur production locale, qu'ils puissent déployer, si tu veux, la distribution du vaccin à travers l'ensemble du continent. Il faut savoir que le continent africain est l'un des continents où il y a le moins de vaccinés au monde. On estime que pour le moment, moins de 16% de la population africaine a été vaccinée. Et lorsque l'on regarde les populations qui ont reçu la double dose, on n'est même pas à 7%. Donc, ce qui veut dire qu'on est très très loin du niveau des autres continents tels que l'Europe, l'Amérique du Nord ou bien l'Asie. Dans ces continents-là, évidemment, la proportion des populations déjà vaccinées ou qui ont déjà reçu au minimum 2 doses est bien plus élevée que celle qu'il y a sur le continent. Donc, pour cela, pour la mise en place de ces sites de production locale, l'Union européenne a décidé d'investir 425 millions d'euros pour justement la mise en place de ces vaccins-là. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura une levée des brevets sur la propriété intellectuelle de ces vaccins-là. Pas du tout. Les vaccins qui sont produits restent la propriété des laboratoires. Et donc maintenant, évidemment, tout ce qu'il y a derrière sur combien est-ce que ça va coûter pour les pays africains, même si le fait de produire localement, évidemment, ça va jouer un coup. Ça va avoir un impact sur le prix de revient de ces vaccins-là auprès des pays. Mais évidemment, ce sont des dispositions en général qui sont contenues dans des contrats qui malheureusement ne sont pas rendus publics. D'un point de vue éthique, pour moi, c'est quelque chose qui est embêtant parce que dès lors que il s'agit des deniers publics, puisque c'est de l'argent du contribuable qui va payer ces vaccins-là. Donc, il est, à mon sens, tout à fait logique que tous ces contrats-là doivent être normalement rendus publics
Malheureusement, les gouvernements avec les laboratoires, ils ont tendance à mettre en place une forme d'opacité qui a souvent été critiquée, qui est régulièrement critiquée aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, hein, parce que aujourd'hui on spécule sur les prix des vaccins. En fonction du vaccin et en fonction du pays, on estime que les prix peuvent osciller entre 10 et 60 euros. Or, voilà, 10 et 70 euros. Maintenant, on va payer combien en fonction du pays? Donc, tout ça, malheureusement, ce sont des informations qui est difficile à avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, pour les vaccins, l'Europe va investir 425 millions d'euros pour permettre aux pays africains de produire leurs propres vaccins. Et donc, 6 pays ont été choisis. Ça, c'est la première chose. En matière de sécurité, évidemment, il y a la situation au Sahel qui est préoccupante avec le coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso et qui a mis un terme au mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a évidemment les tensions entre Paris et Bamako. Paris ayant décidé de se retirer de Bamako en raison du manque de coopération des autorités maliennes avec les autorités françaises et surtout l'arrivée des Russes sur ce théâtre-là, sur ce théâtre d'opération. Et donc, ce qui a fait évidemment bondir Bamako, qui a donc demandé à ce que le départ ne se fasse plus dans les 4 ou 6 mois, comme précédemment annoncé par Emmanuel Macron, mais se fasse plutôt dans l'immédiat, sans délai. Évidemment, Paris a rétorqué qu'elle ne lésinerait pas sur la sécurité de ces hommes et donc, par conséquent, elle n'allait pas répondre aux injonctions de Bamako pour lui demander de quitter. Donc, il y a déjà derrière, en fait, en filigrane, il y a la crainte de voir de plus en plus de pays non africains venir, tenter une percée sur le continent africain. Il faut savoir que jusqu'au milieu des années 90, il y avait très peu de pays en fait, qui avaient un pied-à-terre sur le continent africain. Il y avait surtout les anciennes puissances coloniales, hein, donc l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Espagne, essentiellement ces pays-là. Et donc, depuis le début des années 2000, il y a eu de profonds bouleversements sur le continent africain avec une multiplication des partenaires. Ça a commencé avec la Chine. Au début, on disait que la Chine allait se casser les dents parce qu'elle n'a pas une tradition de relations avec les pays africains, etc., etc. Mais les gens oublient que depuis les années 60, même à l'époque de la guerre froide, Mao Tse-tung, qui était président de la Chine, déjà idéologiquement était très proche de beaucoup de pays africains, notamment les pays qui appliquaient un régime marxiste-léniniste, et donc les pays communistes par la suite. Donc tous ces pays-là étaient très proches de la Chine. Cependant, avec l'entrée de la Chine dans le marché commun après la révolution culturelle de 1977, la Chine avait donc décidé d'élargir ses relations et surtout de venir en Afrique parce que c'est en Afrique où se trouvent les matières premières. Or, pour avoir une industrie qui fonctionne, il ne faut pas seulement avoir les usines, mais pour les usines, il faut aussi avoir évidemment des sources d'approvisionnement en matières premières. Et comme le continent qui en regorge le plus au monde, c'est l'Afrique. Et donc, à partir de là, la Chine a commencé à s'installer sur le continent africain en venant avec une autre philosophie qui est très simple, c'est-à-dire qu'elle n'offre aucune condition à offrir ses services aux pays africains en échange, évidemment, de matières premières qu'elle exploite. Et à la différence des Européens qui ont toujours voulu, au préalable, imposer une forme de pensée, imposer une manière de gouverner, et voire même imposer les dirigeants aux pays africains, en échange de financement, en échange de transfert de technologie qu'on n'a véritablement jamais vu, hein, parce que la France, en plus de 60 ou 70 ans après les indépendances, les pays francophones sont de loin les moins développés du continent africain si on fait une petite comparaison avec les pays anglophones. Mais bref. Et donc la Chine est venue avec un autre discours, avec d'autres méthodes, et ça a plu aux pays africains, si bien qu'en moins de 30 ans, la Chine est devenue le principal partenaire commercial du continent africain. Et donc, ça a attiré d'autres acteurs. On voit aujourd'hui la Russie qui s'installe petit à petit. On l'a vu en Centrafrique, on le voit au Mali, même si la Russie utilise d'autres méthodes, et utilise par exemple la coopération militaire, utilise évidemment ces questions liées à la sécurité pour pouvoir et offre des services
aux pays qui sont en difficulté sur ces questions-là. Et donc, on l'a vu en Centrafrique et on le voit encore au Mali. Donc, il y a aussi la Russie qui entre. Et puis, derrière, évidemment, un peu comme les Chinois, ils vont se rémunérer en fonction des matières premières qu'ils pourront exploiter dans ces pays-là. Et d'autres partenaires, tels que la Turquie. La Turquie avait, Recep Tayyip Erdogan a lancé un vaste plan ambitieux si tu veux, de conquête du territoire africain. Il s'est déjà installé un peu en Libye. Là-bas, évidemment, la situation politique et sécuritaire extrêmement chaotique a fait que, évidemment, les Turcs se sont mis du côté du gouvernement qui a été reconnu par la communauté internationale en opposition à celui du maréchal Haftar. Et donc, la Turquie aussi entend, évidemment, commencer à étendre, si tu veux, son influence sur le territoire africain, parce que, si tu veux, en moins de 20 ans, la Turquie a multiplié par 8 le nombre d'ambassades qu'elle a sur le continent africain. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi une volonté qu'elle a. Et donc, il y a d'autres pays. On voit des pays aussi, par exemple, qui, pour le moment, commercent énormément, tels que la Corée du Sud commerce énormément avec le continent africain. Et donc, derrière aussi, il y aura certainement, on ne sera pas étonné de voir que dans les 5 ou 10 années prochaines, on va voir une espèce de coopération qui va se tisser là entre l'Afrique et la Corée du Sud. Et le Japon aussi, certainement, va essayer de se battre pour essayer d'élargir son influence sur le continent africain, même si celle-ci reste extrêmement minime jusqu'à présent. Donc, l'Afrique, c'est le continent de toutes les convoitises, et donc les Européens en sont conscients. Et donc, ils ont compris aussi que le seul discours basé sur le fait que on donne de bons conseils, on essaie d'imposer un mode de pensée en échange de financement de projets, ça ne paye pas. Parce qu'évidemment, les populations africaines aussi, in fine, bénéficient peu des projets ou de l'argent qui est mis à contribution par les Européens. Et donc, ils ont décidé, lors de ce 6e sommet Union africaine-Union européenne, de changer de paradigme en disant que maintenant, ils vont investir de manière plus massive pour des projets dont l'impact sera direct pour les populations, donc des projets d'infrastructure. Ils ont décidé qu'une enveloppe globale de 150 milliards d'euros sera débloquée pour aider les États africains. Maintenant, évidemment, tout ça reste pour le moment que de simples vœux pieux, et on attendra évidemment les actions concrètes issues de ce sommet Union africaine-Union européenne. Comme je l'ai dit, parce qu'il y a péril en la demeure. Il y a de plus en plus de défiance de la part des populations à l'égard des Européens. Donc, la seule relation historique basée sur la colonisation, basée sur le fait que les Européens ont cette relation-là très très forte du fait du partage de la même langue, du fait du partage de certaines valeurs, et bien, tout ça, ce discours-là ne suffit plus. Les populations africaines veulent maintenant des partenaires qui soient pragmatiques, à l'instar des Chinois et des Russes, qui ne viennent pas avec de beaux discours, ils viennent avec des actions concrètes et dont les impacts sont immédiatement visibles. Et donc, c'est ça que les populations africaines attendent. Et donc, on va voir, même si les contours liés aux 150 milliards d'euros sont encore flous, 150 milliards d'euros pour financer quoi, chez qui, à partir de quel moment, pour quel impact, et bien ça, évidemment, toutes ces questions-là n'ont pas on n'a pas vu de réponse à celles-ci. Et donc, on va voir dans les semaines ou dans les mois, voire les années à venir, qu'est-ce qu'il en sera concrètement. Donc, parce que, évidemment, si les Européens, ils comprennent que les choses sont en train de changer, on le voit au Mali, on le voit ailleurs, et bien, s'ils restent toujours dans cette même posture-là de moralisateur d'une part et de celui qui veut distribuer les bons points en échange de financement éventuel ou bien d'échange de bons procédés comme le rééchelonnement de la dette ou des choses comme ça, évidemment, ça ne touche plus les populations africaines parce qu'elles n'en sentent pas les impacts. Or, les Chinois, ils viennent avec quoi? Ils construisent des infrastructures, des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Jean-Paul, il y a des pays là où les Chinois font le foufou, quoi.
Non, mais ils ont promis des trucs qu'ils n'ont pas développés. On est au courant de l'actualité. Je suis d'accord. Ils n'ont peut-être pas fait tout ce qu'ils ont vu. Maintenant, leur donner des habits blancs comme ça. Non, je ne leur donne pas des habits blancs. Je parle des faits concrets. C'est-à-dire la différence. Si tu regardes bien dans le partenariat qu'il y a aujourd'hui entre la Chine et les pays européens, les Chinois ont bien plus d'infrastructures que les Européens en Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible. Maintenant, évidemment, les résultats ne sont peut-être pas les mêmes partout. Tout dépend maintenant des accords que les Chinois et ces États-là ont passés. Mais à la différence des Européens, ils ne sont pas dans des projets qui ont un impact direct sur les populations. C'est ce que je veux dire. Si on va en Centrafrique, par exemple, pour les Russes sont venus pour la sécurité. Et si on remarque bien, depuis que les Russes sont là, on a de moins en moins de nouvelles liées à l'insécurité en Centrafrique. Je ne sais pas si la situation a radicalement changé, mais au moins on sent une amélioration. D'accord ? Et on sent moins d'instabilité depuis que les Russes sont en Centrafrique. Ça, c'est des choses qui sont concrètes. C'est ça, en fait, c'est ce que les populations africaines veulent. Elles ne veulent plus des discours basés, ou bien des relations basées sur l'histoire, sur le fait que l'on partage des valeurs communes. Donc tout ça, c'est immatériel et tout ça, ça devient extrêmement loin pour les populations. Donc c'est ce changement de paradigme-là que les Européens ont compris. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les mois et les années à venir. Merci Jean-Paul avec nous qui revenait sur l'actualité internationale ce matin dans la première partie de notre émission. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.